Bonsoir camarades et merci d'être ici ce soir. Je vais commencer par me présenter. Je suis Chantal, je suis vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain. Je salue les camarades du Conseil central qui sont là. Ça me fait plaisir de vous voir. Donc ce soir, la soirée va porter sur la crise d'octobre, octobre 70. La soirée a été organisée par et étudiants socialistes. Et le Conseil central a accepté d'appuyer la conférence parce que, comme vous le savez, il y a des liens quand même entre le Conseil central et ce qui s'est passé en octobre 70, mais je pense que nos conférenciers vous en parleront bien mieux que moi. Je pense, comme vous le savez, le Conseil central est une organisation qui regroupe 100 000 membres à Montréal, à Laval, à la baie James et au Nunavik. Donc, les luttes ouvrières, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre constitution. Et la conférence s'inscrit vraiment là-dedans pour découvrir les liens entre le terrorisme, les événements d'octobre et les ouvriers. Donc, comme je le disais, je vais laisser les conférenciers vraiment entrer dans le vif du sujet. Nous avons 3 conférenciers ce soir. Dans l'ordre, il y a Charles Vanac du panel Les Tourneaux, ensuite Julien Daigneault, et pour terminer, nous avons le plaisir d'avoir Rose avec nous ce soir. Donc, je vais les représenter chacun à leur tour juste avant. Donc, on va commencer par Charles, qui est membre d'Alternative socialiste, qui étudie l'histoire à l'UQAM et qui s'intéresse en particulier au lien entre le républicanisme et le socialisme. Il va nous parler du contexte international de l'après-Seconde Guerre mondiale. Ce contexte mène aux luttes de libération nationale et à l'avènement du terrorisme nationaliste et d'extrême gauche. Il va nous présenter 3 cas de figure. Ensuite, ça sera le tour de Julien. Charles, je te cède la parole. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, premièrement. Merci beaucoup d'être présente et présent. Avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même dire quelques mots sur Alternative socialiste. Qui nous sommes, en fait, Alternative socialiste? Eh bien, on est un groupe politique qui se réclame du socialisme et qui lutte pour les intérêts des travailleuses et des travailleurs, ainsi que pour les intérêts, évidemment, aussi de la jeunesse. Ce qui fait que, dans le concret, nous sommes du mieux que l'on peut sur le terrain pour appuyer les luttes déjà existantes ou les mouvements déjà existants qui travaillent et qui militent dans le sens de revendications qui pourraient bénéficier, si vous voulez, à la majorité de la population. Alternative socialiste, c'est aussi la section québécoise d'Alternative socialiste internationale qui est présent avec des sections et des membres dans plus de 30 pays. Donc, une fois de plus, permettez-moi au nom d'Alternative socialiste de vous remercier d'être présente à cette conférence publique. Et je vous propose, pour les 20 minutes qui s'en viennent, de faire, comme Chantal l'a mentionné, de faire un survol, mais très, très bref, du contexte à la fin de la Seconde Guerre mondiale et des années 50, finalement, jusqu'aux années 70. Et sur ça, je vais vous partager un diaporama. Ça ne sera pas bien long. Donc, qu'est-ce que le contexte international à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Puis pourquoi parler du contexte à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Pourtant, on parle d'octobre, on parle du FLQ. C'est pour comprendre finalement que le FLQ, lorsqu'il est créé en 63, lorsqu'il pose ses premières bombes et lorsqu'il pose tous ces coups qui vont suivre, c'est qu'il y a un contexte international qui est d'un côté qui est favorable justement à la lutte pour l'indépendance des peuples et des nations. Donc, le FLQ va côtoyer, va avoir des liens avec des organisations qui ont la même vision, si vous voulez, de la libération des peuples et qui vont avoir recours aux mêmes méthodes. Donc, à ce stade-ci, ce qu'il faut comprendre, c'est que, justement, le FLQ et le Québec n'est pas quelque chose, n'est pas un endroit isolé, mais bien inscrit dans un contexte international. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir pour nous ce soir d'intéressant à la fin de la Seconde Guerre mondiale? C'est de savoir que le capital américain s'est rebâti et qu'il est disponible pour envahir des marchés. Souvenons-nous qu'en 1929, il y a eu le crash boursier qui, finalement, va complètement être violent et détruire l'économie américaine. Et l'entrée en guerre des États-Unis dans la Seconde Guerre va être finalement salutaire, ce qui va lui permettre, justement, dans les années d'après-guerre, de
offrir à l'Europe le plan Marshall, qui était un plan de reconstruction, mais évidemment, ce plan de reconstruction-là était capitaliste, donc c'était des matériaux, des produits américains, ainsi que le capital américain qui allait envahir les marchés européens. Et aussi, dans ce qui peut nous paraître très pertinent pour ce soir, finalement, c'est de comprendre que les années 50, particulièrement, vont être aussi l'avènement d'un impérialisme beaucoup plus sauvage en Amérique latine. Qu'est-ce qui suit aussi la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, il faut se rappeler que ça va être ce qu'on va appeler la guerre froide qui va s'installer de plus en plus. En 1949, il y a Mao et le Parti communiste chinois qui va arriver à la tête de la Chine. Et non loin de là, au Vietnam, on va retrouver une lutte de libération nationale qui avait déjà commencé dans les années 30, qui va se solder par une victoire vietnamienne contre l'occupant français en 1954 et qui, juste après avoir gagné cette guerre, va repartir en guerre contre, finalement, le géant américain qui va seulement voir sa défaite 20 ans plus tard, en 1975. Donc, l'Asie est un endroit dans le monde qui est en pleine ébullition. Mais il n'y a pas seulement l'Asie, il y a aussi l'Afrique. La carte que vous pouvez voir ici à droite, malheureusement, je suis désolé pour la qualité, mais essentiellement, l'Afrique engendre et commence son cycle de décolonisation et d'indépendance dans les années 50 jusqu'à peu près la fin des années 70. Et on peut nommer comme exemple, parmi tant d'autres, le FLN algérien qui, lorsqu'il va instaurer son pouvoir en Algérie et son centre justement à Alger, va accueillir quelques membres du FLQ. Donc, le Viet Minh comme le Front de libération nationale sont des mouvements qui inspirent la jeunesse nationaliste québécoise et plus particulièrement, les felkistes. Donc, mais aussi, il va y avoir l'exemple de Cuba. Il ne faut pas oublier qu'en 1953, si je ne m'abuse, c'est le déclenchement d'une série d'événements qui va mener les Guevara et les Castro de ce monde à renverser le pouvoir de Batista, puis ensuite instaurer un nouveau pouvoir pour une république cubaine souveraine, qui va être un autre exemple de modèle pour les felkistes. Les années 50-60, c'est quoi aussi? Pour les partis de gauche, c'est essentiellement, finalement, la social-démocratie, les partis communistes affiliés à Moscou ont pris une tournure qui, pour les militantes et militants qui vont particulièrement, par exemple, participer au moment 68, n'est plus attrayant. Pour faire rapidement pourquoi les jeunes ne se reconnaissent plus dans les partis sociaux-démocrates ni communistes, c'est que chacun, à leur tour, ils ont adopté la légalité bourgeoise, c'est-à-dire qu'on accepte toutes les logiques, ben pas toutes, mais je veux dire, on accepte du moins les logiques parlementaires et de la démocratie libérale comme moyen d'émancipation de la classe ouvrière. Or, on sait très bien que les années 60 vont être des mouvements, ça va être un moment très tourmenté, qui va avoir beaucoup de luttes sociales, beaucoup de luttes ouvrières, mais du moins les partis sociaux-démocrates et communistes ont beaucoup de difficultés à aller chercher cette jeunesse-là. Et cette jeunesse-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'essentiellement, oui, elle va faire le moment 68, que je rappelle, qui n'est pas seulement français, mais qu'on retrouve en Allemagne, en Irlande, au Québec, comme au Japon et un peu partout dans le monde, même en Afrique. Ce moment-là, ben, il n'accouche pas de rien. Il n'accouche de rien, pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation ni de mouvement qui va perdurer à la suite de 68, mais il y en a qui vont vouloir continuer les choses et même accélérer les choses. C'est des gens qui vont entrer finalement en clandestinité. Et à ce stade-ci, j'aimerais vous proposer justement 3 cas d'exemple de ces groupes-là qui vont entrer en clandestinité et qui vont aussi avoir recours à des méthodes violentes, voire terroristes. Le premier cas de figure que je vous propose de regarder, je vais y aller très brièvement, c'est les Weather Underground. Essentiellement, le Weather Underground commence, avant de faire des actions terroristes, vont commencer dans le mouvement étudiant en solidarité avec la libération des Afro-Américains et vont protester contre la guerre du Vietnam. Mais voyant que le mouvement des droits civiques ne mène pas à grand-chose selon eux, vont se détacher de ce mouvement étudiant-là pour adhérer à une thèse qui est le « Bring the War Home », c'est-à-dire amener la guerre à la maison. Comme je viens de le mentionner, ces jeunes-là, ils militent contre l'impérialisme américain au Vietnam. Et donc, pourquoi le peuple américain ferait la guerre au Vietnam alors que le peuple américain devrait faire la guerre contre ses propres élites et donc amener la guerre à la maison? Le Weather Underground, essentiellement, va avoir une activité entre 1969 et la fin des années 70. C'est difficile d'avoir des chiffres puisque ce n'est pas une organisation centralisée avec un poste de commandement. Tu peux aller faire exploser une bombe devant la maison d'un politicien et réclamer au nom du Weather Underground Organization que
qui a fait exploser la bombe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a plus de 25 attentats à la bombe de répertoriés. Aucun mort, ce qui est assez exceptionnel comparé à d'autres mouvements. Mais force est d'admettre que le Weather Underground n'a pas réussi à rassembler les communautés afro-américaines, ni même à mobiliser la classe ouvrière. Et en ce sens-là, on ne peut pas considérer les Weather Underground comme étant un modèle ni même de succès, ni même de mobilisation de la classe travailleuse et travailleurs, mais plutôt, plutôt comme un contre-modèle, pardonnez-moi, de méthode à entreprendre. Le lien avec le FLQ, c'est qu'il y a eu des membres, suite à un détournement d'avions, qui vont se retrouver aux États-Unis, qui vont côtoyer des membres fondateurs de cette organisation-là et vont ouvertement se réclamer de leur influence. Mais ça va être une influence aussi mutuelle. Le prochain cas, je vous propose de repasser encore l'océan pour se ramener en Irlande du Nord, pour faire une histoire courte sur l'Irlande. Depuis le 17e siècle, la Grande-Bretagne avait instauré un pouvoir qui va être challengé à partir du moins de la fin du 18e et du début du 19e siècle, mais qui va trouver son point culminant entre les années 1916 et l'année 1923. Qu'est-ce qui se passe entre 1916 et 1923? C'est un cycle d'événements, donc un soulèvement du Blé en 1916 qui est réprimé dans le sang, mais qui va donner naissance à un nouveau mouvement que vous voyez à gauche, qui est l'armée républicaine irlandaise, et qui va amorcer la guerre d'indépendance, une guerre qui va se solder pour un paquet de raisons qui concernent la classe capitaliste, mais qui se solde par la partition de l'Irlande entre le Nord et le Sud. Généralement, on présente ça comme un conflit de confession, c'est-à-dire les catholiques contre les protestants, mais il faut savoir que l'Ulster, c'est-à-dire l'Irlande du Nord, c'est la région la plus industrialisée de l'Irlande. C'est la métallurgie et la sidérurgie. Il y a beaucoup d'industries et c'est extrêmement profitable pour la classe capitaliste anglaise, autant que ça va devenir profitable pour les capitalistes irlandais, si vous voulez. Et donc, de cette partition-là de l'Irlande, les catholiques qui étaient dans le territoire de l'Irlande du Nord se retrouvent en minorité, et c'est vrai. C'est quoi être catholique irlandais en Irlande du Nord entre les années 50 et 70? C'est connaître au quotidien la discrimination, le racisme. Tout ce qui s'apparente à la culture gaélique ou à ce qui s'apparente à être catholique est discriminé. Je vous donne un exemple. En 1971, à la fin de cette période de croissance économique qui était les 30 Glorieuses, le chômage se réinstalle fortement en Irlande du Nord et les hommes catholiques sont touchés à 18 % par le chômage, alors que les travailleurs protestants hommes sont touchés à 6 %. Ça vous donne un exemple aussi en chiffres de ce que pourrait être la discrimination, mais essentiellement, de toute façon, c'est le chômage qu'il faut enrayer. Ce n'est pas ni les catholiques ni les protestants. Bref, les années 60 en Irlande du Nord est marquée par un harcèlement constant de la part des forces paramilitaires royalistes et des nationalistes protestants, des orangistes, comme on dit. L'IRA, dont je vous avais parlé, qui était né en 1919, a fait depuis ces années-là des campagnes militaires autant au nord qu'au sud, mais dans les années 60, on commence à remettre en question la pertinence des actions de l'armée républicaine irlandaise et on va se modeler sur le modèle des droits civiques américains de Martin Luther King. En exemple, en 1964, on va avoir le Campaign for Social Justice, puis en 1967, il y a la fondation de la Northern Ireland Civil Rights Association qui organise des comités, des manifestations et on reprend le fameux We Shall Overcome de Martin Luther King et des droits civiques, par exemple. Encore une fois, l'année 68, j'y reviens. Pourquoi? Parce que partout dans le monde, comme j'avais mentionné, il y a des contestations ouvrières, des contestations étudiantes, mais c'est aussi pour l'Irlande un point de pivot. C'est-à-dire que dans les années entre 68 et 70, il y a une accrue de présence de forces britanniques en Irlande du Nord et les forces royalistes font aussi des mauvais coups. C'est-à-dire, quels sont ces mauvais coups-là? Par exemple, en 69, on fait un quadruple attentat. J'ai bien dit un quadruple attentat contre une centrale électrique et on le met le dos sur l'IRA, alors que ça a été prouvé aujourd'hui, même par des gens qui travaillaient à l'époque pour le gouvernement britannique, qu'on savait très bien que c'était des attentats faits par les royalistes, mais c'était une façon de casser le mouvement catholique et républicain dont on faisait l'amalgame, mais finalement, catholique et républicain, c'était pas si clair que ça, finalement, le lien qu'ils avaient sur notamment la question de la réunification de l'Irlande ou de l'indépendance de l'Irlande, dépendamment de comment vous
venez voir ça. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que à la différence des Weather Underground, c'est que l'armée républicaine irlandaise va connaître une vague de sympathie. Pourquoi? Parce qu'elle défend au début, justement, les droits des catholiques. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, c'est mon erreur, quand je parle maintenant de l'IRA, je parle de l'armée républicaine irlandaise, mais provisoire, qui est née sur les ruines de l'ancienne IRA. Pardonnez-moi. Mais donc, justement, cette armée républicaine irlandaise provisoire va connaître des sympathies parce qu'au début, elle ne fait pas de mort et elle fait juste défendre les ghettos contre les attaques de la police, de l'armée et des militants royalistes. Mais par la suite, par exemple, à la suite du Bloody Sunday, le Bloody Sunday, si vous vous souvenez ou si vous ne le savez pas, c'est une manifestation pacifique qui tourne au vinaigre. L'armée, les paramilitaires, pas les paramilitaires, mais les parachutistes de l'armée britannique ouvrent le feu, fait 12 morts, des blessés, et on accuse encore une fois l'IRA d'être derrière les gens qui ont lancé les roches. Je rappelle, c'est ça, des gens qui ont lancé des roches contre des gens qui ont des armes et des chars d'assaut. Mais, du moment où on commence à utiliser la violence, il y a un cycle pervers qui s'installe, c'est-à-dire que pour un coup violent, il y a un coup violent de l'État aussi, il va s'inscrire là-dedans, ce cycle de répression-violence. L'IRA va perdre toutefois de plus en plus de sympathie dans la fin des années 70, dans le début des années 80, quand on commence à faire énormément de victimes innocentes et quand on commence à exporter les bombes jusqu'en Angleterre, la sympathie commence à se défaire et on cherche finalement une solution beaucoup plus diplomatique et politique. Donc, voilà pour ce qui en est de l'armée républicaine provisoire. Ce qu'il faut retenir justement finalement, c'est qu'il y avait une situation qui était très proche du Québec. Certes, l'armée républicaine a eu de la sympathie parce qu'ils ont défendu les intérêts des catholiques, mais c'est perdu dans un paroxysme de violence, n'étant pas capable d'offrir une solution politique, ni même une organisation, bien que les gens pourraient me dire, mais oui, Charles, il y a quand même eu le Sinn Féin, mais le Sinn Féin n'a pas travaillé à unifier la classe entre protestants et catholiques. De ce fait même-là, aujourd'hui, on retrouve des nationalistes irlandais et protestants, capitalistes des deux côtés, qui tentent de tirer la couverte de leur bord, à savoir qui va être la classe, qui va être finalement le groupe qui va être à la tête de l'Irlande et du capital. Pour le prochain point, j'aimerais qu'on retourne en Amérique, particulièrement en Amérique latine, pour parler du mouvement de libération nationale Tupamaros, qui est un mouvement qui a, alors là, vraiment influencé le FLQ, même que vous allez voir que c'est quasiment une copie quand je vais venir à parler un peu de qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est quoi la situation en Amérique latine dans les années 50-60? C'est justement une dizaine de coups d'État militaires. Entre les années 50 et 70, il y a plus d'une dizaine de coups d'État militaires. C'est l'avènement du puissant géant américain qui met de plus en plus la main. C'est aussi l'arrivée du FMI. Pour le cas qui nous intéresse, l'Uruguay, dans les années 50, le gouvernement conservateur accepte littéralement les clauses du FMI en disant ben, le FMI maintenant peut nous dicter comment finalement financer l'État, financer les programmes, comment gérer finalement les finances de l'État. Ça va créer déjà là un malaise pour les militants de gauche. Et dans les années 60, sur cette espèce d'incompréhension, il y a aussi la fin de la croissance économique qui avait amené la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'inflation touche les masses paysannes, les ouvriers, le pouvoir d'achat n'augmente pas. Et en plus de ça, on a un État en apparence libéral qui devient de plus en plus autoritaire. Parallèlement à ça, dans le spectre politique, le Parti socialiste comme le Parti communiste ont énormément de difficultés à regrouper le mécontentement des jeunes, de la classe ouvrière, ainsi que des paysans et paysannes. De ce constat-là va naître un détachement de militantes et de militants qui vont créer le mouvement de libération nationale Tupamaros et qui vont avoir une activité essentiellement entre 1967-68 et 1972. En 1969, c'est le coup qui est peut-être le plus marquant et c'est là que vous allez reconnaître le FLQ. Les Tupamaros vont faire quatre enlèvements en 10 jours, dont le gouverneur américain Daniel Mitron. Qu'est-ce qu'on réclame en l'échange de ce gouverneur-là? Bien, on réclame la libération de 150 prisonniers politiques et la lecture de leur manifeste. Le manifeste va être lu devant l'Assemblée d'Uruguay, mais on refuse la libération des prisonniers.
Le gouvernement dit, nous refusons justement de négocier avec vous. Et que vont faire les Tupamaros? Ils vont exécuter Mitrione, le mettre dans un coffre d'auto et on va retrouver le cadavre, justement, à l'instar de Pierre Laporte. Mais, comme l'IRA, les années 67 à 70 sont marquées par une certaine sympathie parce que au début, le mouvement de libération nationale Tupamaros dit « Nous, on ne veut pas faire de mort, ce qu'on veut, c'est défendre le mouvement paysan, défendre les syndicats qui se font harcelés, qui se font brimer par l'État. Et en ce sens-là, nous voulons répondre aussi, mais notre but est essentiellement la démocratie et la justice sociale. » Mais la découverte du corps de Mitrione, avec toute la médiation que ça va prendre, décourage les efforts populaires et finalement, la population veut se tourner vers une organisation politique. Heureusement, entre guillemets, pour eux, bien que ça ne durera pas longtemps, il va y avoir un parti politique qui va naître, ou plutôt un mouvement politique qui s'appelle le Frente Amplio, c'est-à-dire un front large. Mais le front large, encore une fois, ça regroupe autant des libéraux, des démocrates chrétiens, des socialistes, des communistes, des trotskistes, voire même certains anarchistes. Donc, ça reste assez ambigu et ça ne correspond pas nécessairement à la bonne réponse vis-à-vis d'un État qui est extrêmement violent. En 1972, il y a un coup d'État militaire en Uruguay et se terminent les aventures des Tupamaros sans avoir légué quoi que ce soit d'utile ou de positif comme organisation politique à la classe ouvrière, bien qu'on pourrait encore là me dire que les Tupamaros, le mouvement de libération nationale, va revenir dans les années 80, mais sous la forme d'un parti qui va accepter les logiques de la démocratie libérale et qui vont accepter les logiques du parlementarisme. Ce qui m'amène à la conclusion. Donc, faisons un bilan de ce qui vient d'être dit. Il faut croire que la sympathie des groupes de population envers la lutte armée, elle est très fragile. Et les populations vont y adhérer seulement si elles estiment que c'est légitime et que ça peut faire entendre la voix des masses. Et à ce titre-là, les Weather Underground sont un très mauvais exemple, puisqu'ils n'ont mobilisé ni même les personnes avec qui ils se disaient solidaires, ni même l'ensemble des classes des travailleuses et des travailleurs. La violence aveugle, ça déclenche toujours une répression qui frappe justement ceux qu'on pense défendre. Mais aussi, ce que j'ai observé au travers de mes recherches, c'est que des groupes comme les Brigades Rouges ou les exemples que je vous ai donnés, c'est que ils vont permettre à l'État de développer des programmes antiterroristes. Fait que finalement, l'État va se perfectionner dans son mode de répression. Ensuite, bien, le plus important, et je pense l'avoir dit, mais je vais quand même le répéter, c'est que finalement, il n'y a pas d'organisation de masse, il n'y a pas d'organisation révolutionnaire qui sort de ces groupes-là. Tous ces groupes-là vont finir par se diviser, par avoir des scissions, voire complètement mourir. On n'entendra plus parler d'eux. Et c'est ce qui va arriver aussi un peu avec le FLQ. Il faut être honnête. Alors, sur ce, camarades, parlant du FLQ, je vais laisser la parole à mon camarade Julien qui va justement vous parler des liens entre le FLQ, le mouvement syndical, et qu'est-ce qui s'est déroulé dans ces années-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles. Très intéressant. Notre prochain conférencier, Julien Daigneault. Juste avant, juste un petit rappel, il y aura une période d'échange et de questions après les deux prochaines présentations. Ce sera le moment pour vous de vous exprimer. Mais évidemment, vu le nombre de personnes, on va vous demander de garder vos interventions relativement courtes. Julien, je vais te présenter. Donc, Julien est permanent et rédacteur en chef du journal d'Alternative socialiste. Il a une maîtrise en communication sur le discours des médias concernant les syndicats, précisément, qui est quand même un sujet qui est rarement traité. Et ce soir, il va nous parler des liens entre le tournant que les événements d'octobre 70 ont représenté pour le mouvement syndical, le mouvement ouvrier québécois. Julien, à toi la parole. Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, le monde, d'être là, de prendre votre temps en ce jeudi pour parler de mouvement ouvrier, de terrorisme, bref, puis des liens avec Octobre 70. Comme disait Charles tout à l'heure, l'action du FLQ, là, ça s'inscrit dans un courant mondial.
un courant où qu'est-ce qui se dégage? Bien, les insuffisances, les trahisons des partis réformistes, des partis qui décident de serrer la main des capitalistes. Puis de l'autre côté, ici au Québec, d'une absence d'organisation politique de la classe. Le mouvement syndical n'est pas organisé, il n'y a pas un parti des travailleurs. Fait que face à un peu ce vide-là, ce faux dilemme-là, ben, il y a une impatience qui se développe dans la jeunesse puis qui mène à des actions terroristes. T'sais. Puis la faiblesse du mouvement syndical de l'époque, ben, on la vit toujours aujourd'hui. Le mouvement syndical n'a toujours pas de véhicule politique pour s'exprimer. Puis là, en ce moment, on traverse la pire crise ever depuis les années 30. Ça nécessite une réponse à la hauteur. Mais qu'est-ce qu'on a devant nous? On a des options de populistes de droite, on a Donald Trump, on a Bolsonaro, on a Macron, etc. On a des ultranationalistes partout dans les anciens pays de l'URSS, en Pologne, tout ça. On a une montée de l'oppression nationale en ce moment partout dans le monde, une montée des concomitantes des luttes de libération nationale, que ce soit en Catalogne, en Écosse, en Mongolie intérieure, bref, partout ça pète. Il y a une montée de la lutte des classes. Ça ressemble un peu à la période, grosso modo, là, pour faire une histoire courte, de ce qu'il y avait à la fin des années 60, quand il y avait une récession, puis que le mouvement ouvrier partait en flèche. Donc là, ici, moi, je vais vous apporter sur la question, c'est quoi les leçons stratégiques, en fait, à tirer des événements d'octobre 70 pour le mouvement ouvrier, puis pour la lutte du mouvement ouvrier contre l'oppression nationale, puis contre l'exploitation capitaliste. L'année 1970, là, puis les événements d'octobre, c'est plus que des enlèvements, c'est plus que la loi des mesures de guerre. Là. C'est durant le printemps, 2500 syndiqués de comités d'action politique se rassemblent pour développer un programme, pour parler de fonder un parti des travailleurs et des travailleuses. Ce qui se fonde, c'est le FRAPP, un parti comme ça, basé sur les comités citoyens et les syndicats à Montréal. Il y a les élections municipales qui ont lieu le 25 octobre en pleine mesure de guerre. Il y a un front commun, le premier front commun CSN, CEQ, FTQ qui s'organise en pleine mesure de guerre, un front commun politique qui souligne le fait qu'à ce moment-là, là, durant la crise d'octobre, le mouvement syndical prend en charge la politique. Ça, je veux stresser là-dessus. T'sais. C'est pas pour rien qu'on appelle ça l'âge d'or du syndicalisme. La fin des années 60, début des années 70, c'est là que c'est vraiment le pinacle. T'sais. Puis l'action terroriste du FLQ, c'est la pointe de l'iceberg de ça. C'est l'expression, la polarisation la plus ultime, la plus violente de la volonté de lutter pour l'indépendance puis de lutter pour la révolution sociale. Donc là, ça, c'est des idées, lutter contre l'oppression nationale, lutter pour changer de système, qui sont largement répandues dans la population, puis spécialement dans les syndicalistes de gauche à ce moment-là, et spécialement à la CSN. Pour un nombre grandissant de travailleurs et de travailleuses, ben, le combat contre l'oppression nationale des Québécois et des Québécoises, ben, ça implique en fait un combat contre le système capitaliste des élites. Qu'est-ce qui m'amène à dire ça? C'est que dans les années 60, tu as la révolution tranquille, l'essor, en fait, la modernisation de l'économie. Ce qui se passe, c'est que la bourgeoisie francophone, la petite bourgeoisie francophone, tasse la petite bourgeoisie cléricale, s'empare de l'État à l'aide du Parti libéral de Jean Lesage, puis utilise l'État et l'argent de l'État pour stimuler son capital, stimuler ses entreprises. Puis créer toutes sortes de sociétés d'État, d'outils financiers, moderniser l'éducation, moderniser le système hospitalier, tout ça pour, dans le fond, émerger, parce que le capital francophone est très, très faible comparé au capital anglo-canadien ou au capital américain. Mais étant donné cette faiblesse-là, toute cette vague-là nationaliste, maître chez nous, bien, ça fait pénétrer le capital anglo-canadien puis américain encore plus profondément dans la société québécoise. Puis qu'est-ce que ça fait ça? Bien, ça exacerbe l'oppression nationale, ça exacerbe l'exploitation capitaliste. Là, c'est les masses de gens là, qui sortent dans la rue, qui dénoncent leurs conditions, qui dénoncent la discrimination anti-francophone, qui fait que les francophones ont dans les pires salaires en Amérique du Nord, qui font
le niveau d'éducation est le plus bas au Canada. Il y a tout un mouvement justement pour lutter pour que le français devienne la langue de travail. C'est tout à fait commun d'avoir des usines où tous les employés parlent en français, puis tous les boss parlent en anglais, puis tout se passe en anglais. C'est absolument inacceptable. Les masses de gens, justement, commencent à se battre pour leurs droits démocratiques. Puis, ils font le lien avec l'exploitation capitaliste. Parce que la classe capitaliste qui est là, elle-même est dominée par la nation anglo-canadienne. Fait qu'à ce moment-là, ben, cette prise de conscience-là nationale, ça mène ultimement à un appui de plus en plus grand à la souveraineté, à l'idée de souveraineté, d'indépendance du Québec. Puis, bon, les luttes continuent durant les années 60, mais là, bon, jusqu'ici, là, les directions syndicales étaient quand même du bord de Lesage, parce que Lesage a accordé quand même pas mal de réformes qui étaient combattues, qui étaient voulues par le mouvement syndical depuis des décennies. Mais arrive le milieu des années 60, puis là, ben, c'est le lockout à la presse qui est très, très collé avec le Parti libéral. C'est toutes les discussions sur le Code du travail, tout ça. Puis bon, bref, Lesage joue les gros bras, répression. Puis bon, bref, Lesage ne sera pas réélu, puis va perdre au fur et à mesure cet appui-là du mouvement syndical. Ce durcissement démocratique-là, joint avec d'autres éléments à la fin des années 60, avec bon, le Jean Drapeau qui est maire de Montréal, puis le nouveau gouvernement de l'Union nationale qui arrive, c'est que la police, elle débarque dans les comités citoyens, elle casse tout, elle vole les affaires. Drapeau finit par voter une loi anti-manifestation à Montréal, après les grosses manifestations, samedi la matraque, puis tout ça. Il y a un gros élément aussi, les élections d'avril 70, où le PQ performe très bien, PQ dans lequel certains felkistes sont déjà impliqués, performe à plus de 20 %, mais fait juste 7 députés. Ça fait dire à beaucoup de personnes, les felkistes en particulier, que les voies démocratiques sont bloquées, puis qu'il faut aller vers la violence, qu'il faut aller vers des moyens plus musclés. Du côté du mouvement syndical, ben, il y a tout un shift qui s'opère aussi à partir du milieu des années 60. Donc là, la fonction publique est syndiquée massivement, ce qui explique le haut taux de syndicalisation au Québec comparé à ailleurs aux États-Unis ou au Canada. Aux États-Unis, la fonction publique a été syndiquée à un certain moment donné. Dans les années 50, tout ça s'est fait casser. Ici, c'est comme ça. Le droit de grève se gagne dans la fonction publique avec un bras de fer contre Lesage. Puis ça change tout. Les leaderships changent aussi. Des nouvelles équipes qui veulent aller au bout de la Révolution tranquille. Les réformes que Lesage a fini par arrêter, bon, les nouvelles équipes syndicales, Louis Laberge à FTQ, Pépin à la CSN, Charbonneau à la CEQ, veulent aller au bout de ça. Il y a un discours socialiste qui commence à s'installer aussi avec l'ouverture du deuxième front de la CSN, qui appelle à lutter pas juste sur le milieu de travail, mais pour l'ensemble de la classe ouvrière. Puis, il y a tout un shift aussi au niveau de la question nationale. Parce que jusqu'au milieu des années 60, les centrales syndicales sont profondément fédéralistes, sont anti-souveraineté, sont anti-FTQ, pas FTQ, mais anti-FLQ. Puis ça, c'est fort, malgré le fait que leur propre base se battent bec et ongle pour leurs droits démocratiques. Donc ça finit par changer, malgré des réticences des directions. Puis, il y a le nouveau président du Conseil central Montréal métropolitain à ce moment-là, Michel Chartrand, s'installe à la fin des années 60, puis devient le porte-parole de l'unilinguisme au travail, le porte-parole du socialisme, puis de la construction d'un parti des travailleurs. Fait on voit qu'à ce moment-là, le mouvement syndical, il politise des enjeux. Les enjeux de travail, ils pointent vers leurs racines politiques. Puis ça mène, ce développement-là, à la solution politique ultime, qui est créer un parti de travailleurs et des travailleuses basé sur les syndicats. Il y a des tentatives infructueuses.
avec les scissions du NPD qui fait le Parti socialiste du Québec, dont Chartrand est le premier président. Puis, il est plutôt déconnecté du mouvement syndical. Il y a d'autres choses aussi, le nationalisme autour du RIN, tout ça. Mais le RIN finit par se saborder. Le Parti socialiste du Québec aussi. Puis en 68, les gens, au niveau politique, ils sont devant un peu un faux dilemme. C'est soit d'aller vers le PQ, qui déjà veut rien savoir du socialisme, ne voulait même pas fusionner avec le RIN parce que Bourgault était trop radicaux pour eux autres, veut jouer la game fédéraliste, malgré le discours de rattraper des choses puis un discours nationaliste. Puis de l'autre côté, tu as l'absence, tout simplement, de Parti des travailleurs. Fait que ça, c'est au niveau provincial. Ça stimule énormément les jeunes puis une certaine frange de syndicalistes à aller vers le FLQ. Parce que c'est rendu la seule organisation qui est à la fois socialiste puis à la fois indépendantiste. Fait qu'il y a du monde qui vont se diriger vers là. Tandis qu'au niveau municipal, là, c'est intéressant parce qu'en 70, justement, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, durant le printemps, s'organisent 15 colloques régionaux partout au Québec qui vont regrouper 2500 syndiqués de la FTQ, de la CSN, de la CEQ, qui vont mettre sur pied le FRAP, justement, le Front d'action des salariés de Montréal, qui est vu comme la première étape pour former un parti socialiste et indépendantiste au niveau national. Donc, on commence par le niveau municipal. Puis, le premier président, Paul Clich, lui, est à la CSN. Il est conseiller justement d'action politique à la CSN. Fait que, ce qui se passe là, autour du FLQ, là, parce que là, ça fait déjà 7 ans que le FLQ est actif, mais ça a forcé les directions syndicales à changer un peu leur fusil d'épaule, un sur la question nationale, puis un sur le FLQ aussi. Parce qu'au début, les centrales syndicales font juste ignorer, font juste comme pas s'en soucier. T'sais. Mais à un certain moment donné, ils sont obligés de dire « Ouais, le FLQ, c'est un symptôme, justement, du ras-le-bol puis de l'exacerbation de la lutte des classes. » Ils sont obligés d'en prendre acte. Parce que le FLQ a quand même un large appui dans la population. Ses revendications, son analyse de la situation, elle est partagée par énormément de monde. Là, je vous ai parlé tout à l'heure des élections décevantes d'avril 70 avec le PQ qui se fait avoir, dans le fond, à cause d'entourloupette électorale. Il y a juste 7 députés, puis il fait plus de 20% des voix. C'est disproportionné. Suite à ça, il va y avoir une vague de bombes du FLQ durant le printemps. Il y a différentes activités qui se passent durant l'été. Puis, il y a des tentatives d'enlèvement qui sont déjouées. Mais il y a des enlèvements qui vont réussir en octobre avec James Richard Cross le 5 et puis avec Pierre Laporte le 10 qui est le numéro 2 du gouvernement Bourassa. Donc là survient la crise d'octobre. Les événements d'octobre vont avoir un fort impact sur le mouvement syndical. Il y avait une large sympathie, comme je l'ai dit, pour les FLQ, mais pas pour ses méthodes violentes. Puis quand il va y avoir justement l'exécution de Laporte, il va y avoir ce mouvement de sympathie-là va s'évaporer assez rapidement. Puis les gens vont prendre leur distance. Par rapport aux bombes aussi que le FLQ posait un peu partout dans les endroits où il y avait des grèves ou des lockouts, bombes qui ont tué des employés eux-mêmes. Souvent, c'était vu comme des cadeaux empoisonnés. C'est notamment, justement, les FLQ, dans son manifeste, lors du premier enlèvement, voulait régler la situation des gars de la Palme. Mais les gars de la Palme, le syndicat des gars de la Palme n'a jamais toujours trouvé que les bombes qui étaient posées pour l'aider avaient été des cadeaux empoisonnés. Donc, il y avait cet aspect-là qui n'était pas tout à fait au diapason, mettons. Suite aux enlèvements, en octobre, notamment la direction du Conseil central Montréal métropolitain a appuyé à l'unanimité tous les objectifs du manifeste du FLQ.
ensuite, le lendemain, le 14, il y a eu l'appel des 16 qui a été utilisé par le gouvernement Trudeau, puis Drapeau posait « Il y a un complot pour renverser le gouvernement ». Ben, l'appel des 16, c'était la FTQ, la CSN, la CEQ, le PQ, le Devoir, le Mouvement des Jardins, etc., qui appelaient à négocier, qui appelaient le gouvernement Trudeau puis Bourassa à négocier pour pas qu'il y ait mort d'homme. Le lendemain, le 15, les choses se précipitent. Il y a une assemblée monstre au Centre Paul Sauvé, 3000 personnes avec Michel Chartrand, Vallière, Gagnon, puis leur avocat Robert Lemieux qui sont là. Grosse manifestation d'appui. Le lendemain, le 16, la loi des mesures de guerre. Trudeau va jouer les gros bras sur demande de Drapeau puis de Bourassa. Coup de force, prétexte pour emprisonner tout le leadership du mouvement ouvrier, tous les nationalistes qui traînent, toute la gauche en général. Coup de force qui va être démenti par Bourassa lui-même en 1975, qui va l'avouer que non, il n'y avait pas d'insurrection appréhendée. Puis tout ça ensuite là, va être dénoncé, va être aussi dans les commissions qui vont suivre sur les événements d'octobre, ça va être démontré que non, la GRC n'avait pas recommandé ça. Puis, bon, bref. Pierre Trudeau voulait jouer les gros bras, voulait mettre la gauche puis les nationalistes au pas. Il y a eu 500 personnes qui ont été, environ 500 personnes qui ont été arrêtées arbitrairement, puis là-dessus, il y avait 125 syndicalistes. C'est quand même du monde. Puis de ces 500 personnes-là, il y a 90 % qui ont été relâchés sans accusation. Donc, ils ont juste été intimidés. Puis, du 10 % de personnes qui ont eu des accusations, bon, encore une fois, 90 % de ce monde-là, ben, les accusations sont tombées, puis c'est rien passé. Les événements d'octobre ont été un événement choc. Là, ça a dévoilé la vraie nature de l'État fédéral. Un État fédéral prêt à tout pour contrôler puis maintenir l'ordre. Fait que cette violence politique-là, là, inédite depuis la crise de la conscription de 1917, ça l'a réveillé bien du monde. Ça a stimulé le mouvement syndical à réagir par rapport à ça. Puis ça a démontré aussi les limites de l'action spontanée du FLQ, là, qui a été absolument incapable de réagir à ça, qui n'était pas préparé et qui n'était pas équipé pour le faire non plus. Le FLQ, il faut s'en rappeler, là, c'est une succession de petits groupes, de réseaux informels où il n'y a pas de direction, où il n'y a pas forcément de lien non plus, puis qui agissent au nom du FLQ. Et ce qui restait à ce moment-là, en 70, de la centaine de membres du FLQ, c'était une vingtaine de personnes, gros max. Fait que l'ampleur de la répression, ça nécessitait une réponse unitaire puis organisée de la classe en conséquence. Le geste le plus spectaculaire du mouvement ouvrier à ce moment-là, ça a été le Front commun extraordinaire du 21 octobre, où 500 délégués se sont rassemblés à Québec, des instances suprêmes de la CSN, de la FTQ, de la CEQ, qui ont approuvé 5 résolutions. Donc, la première découle en fait directement de l'exécution de Laporte. Là. La première résolution, c'est une condamnation du FLQ. La deuxième résolution, c'est le retrait immédiat des mesures de guerre. Ensuite, les 2 autres résolutions, c'est sur la défense des personnes emprisonnées. Ça, c'est important parce que la CSN et le Conseil central en particulier vont jouer un grand rôle là-dedans, à défendre les prisonniers politiques qui ont été emprisonnés sous la loi des mesures de guerre et même avant. Vallière, Gagnon, etc. Et puis, ensuite, dernier point, il y a l'élaboration d'un programme d'urgence de redressement social, économique et politique. Donc là, on parle d'élaborer un programme socialiste et indépendantiste. Ce premier front commun-là, il se distingue par son ampleur, improvisée, spontanée, puis l'aspect politique des intérêts qu'il y avait à défendre à ce moment-là. C'était inédit. Le programme commun, finalement, il n'y a jamais eu de suite, sauf que l'année d'après, les années suivantes, chaque centrale elle-même va produire son propre manifeste socialiste et indépendantiste. La FTQ, l'État rouage de notre exploitation. La CSN, ne comptons que sur nos propres moyens. La CEQ, l'école au service de la classe dominante, etc. Un élément de la loi des mesures de guerre, un autre élément important, c'est que ça a réussi à faire dérailler les élections. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé du FRAP.
sous les mesures de guerre, tout le monde disait « il faut reporter les élections, il faut reporter les élections ». Le maire Drapeau, lui, s'en foutait, il allait « non, on continue ». Ça fait que quand même 2 candidats du FRAPP, dont un syndicaliste, qui ont été emprisonnés durant la campagne électorale. Les locaux du FRAPP ont été raidés par la police à plusieurs reprises. Les listes de membres ont été dérobées. Puis ensuite, il y a les déclarations à quelques jours des élections de Drapeau puis de Jean Marchand qui disaient que le FRAPP, c'est juste un paravent du FLQ, c'est rempli de terroristes, puis blablabla. Fait que, tu sais, FRAPP faisait à peu près 35 % dans les sondages, mais finalement, rendus aux élections, ils ont ramassé à peu près 16 % des votes. Donc, ça a été un peu décevant, mais compte tenu des circonstances, c'est quand même un tour de force. L'armée est restée au Québec quand même pendant 2 mois et demi, là, à peu près. Là. Fait qu'il s'est passé des affaires. Le mouvement syndical a continué justement de défendre les prisonniers politiques. Il y a eu le procès des 5 aussi qui s'est déroulé à l'hiver 71 avec justement Chartrand-Vallière, Lemieux-Gagnon puis la rue Langlois qui est accusé d'être les chefs du FLQ. C'était un procès politique. Finalement, tout ça a tombé à l'eau parce que c'était monté. Je vais essayer de conclure avec ça, là, le fait que octobre, là, les événements d'octobre, là, ça a participé à radicaliser les conflits. Là. Ensuite, dans les années 70, là, les grèves là, ont été encore plus violentes et plus intenses. Que ce soit le lockout à la presse, encore une fois, le Front commun du secteur public de 72, avec le 100 $ par semaine, les grèves à Firestone, à Canadian Gypsum, United Aircraft, qui engendrent des actions de solidarité intersyndicale, des grèves générales de 100 000 personnes, de 200 000 personnes. Ça catapulte la lutte des classes. Le projet politique de créer un parti autonome de la classe, il n'est pas mort avec ça. Il a continué de se débattre à la base dans les congrès, sauf que les directions, elles, en particulier la direction de la FTQ, se sont davantage accoquinées avec le PQ. Ça leur permettait de justement pas avoir à construire ça, puis miser sur le poulain du PQ. L'échec de la stratégie terroriste aussi. Je vois quelqu'un parler à Robin Hood. Oui, en 1977, la Robin Hood, il y a eu 8 morts en plus par des espèces de goons patronaux. Ça a donné lieu justement à des lois anti-SCAP dans le Code du travail. Je disais par rapport à ça, l'échec de la stratégie du FLQ, sans racines dans le mouvement ouvrier, une organisation n'a pas les moyens ni les forces d'accomplir un programme révolutionnaire. Le FLQ, va se dissoudre par rapport à ça, mais Vallière va s'en aller avec le PQ avec une certaine partie de personnes. Il y a d'autres personnes qui vont aller créer un parti maoïste sectaire qui s'appelle En Lutte. Il y a d'autres personnes, comme Paul Rose, qui, eux, vont continuer toujours à justement à aller vers la direction de la construction d'un parti des travailleurs avec le parti de la démocratie socialiste. Cet enjeu-là est toujours d'actualité. La crise capitaliste mondiale en ce moment nous amène à pouvoir retisser les liens entre justement les problèmes du monde du travail et leurs racines politiques. Cette prise de conscience-là, ça se fait quand on se bat pour des enjeux concrets dans la vie des gens. Les boss sont capables de trouver des milliards de dollars à donner à des compagnies, mais quand ça s'agit de payer nos anges gardiens comme du monde, finalement, on n'a pas vraiment d'argent. On a énormément d'opportunités justement de retisser ces liens-là. Parce que c'est juste une organisation politique qui est basée justement sur le mouvement ouvrier, qui peut dresser les travailleurs et les travailleuses contre les multinationales et leurs partis. C'est juste une organisation comme ça, une organisation démocratique et socialiste, qui peut nous aider à sortir justement de l'oppression nationale, de la misère économique, écologique, sanitaire actuelle. Puis si construire une organisation comme ça vous intéresse, contactez-nous, Alternative Socialiste. Nous, on est là pour ça. On a du pain sur la planche. Merci beaucoup. J'arrête là. Julien, c'était un excellent historique que tu nous as fait là. J'en profite d'ailleurs pour souligner que cette année, le Conseil central du Montréal métropolitain fête ses 100 ans, ça se dit mal. Et on a d'ailleurs fait un livre sur le sujet qui parle entre autres de cette période-là. Et je veux saluer aussi, il y a au moins 3 des autrices et auteurs du livre qui sont parmi nous ce soir.
Donc, merci pour vos contributions et merci d'être là ce soir. Le livre se trouve dans toutes les bonnes librairies. N'allez pas chez Raffin, ils sont en grève. On ne passe pas un piquet de grève, évidemment. Donc, notre prochain panéliste est Félix Rose. Félix, après avoir fait des études en cinéma et en télévision, a fait ses premières armes comme monteur et scénariste avec la web-série Temps mort chez Babel Film. En 2014, il a réalisé le documentaire Avec la gauche, qui suit l'équipe de campagne d'un candidat de Québec solidaire. Il a co-réalisé le film Yes en 2017, dans lequel un artiste québécois va à la rencontre des Écossais à la veille de leur référendum sur la souveraineté. Et cette année, il a réalisé le film Les Roses, qui porte sur les événements et les motivations qui ont mené à la crise d'octobre. Donc, Félix, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir et nous t'écoutons. Oui, bonjour tout le monde. C'est difficile de passer après les deux premiers intervenants. Je pense qu'on comprend bien le contexte mondial puis les liens qu'il pouvait avoir entre l'émergence de FLQ et le syndicalisme à ce moment-ci. Moi, je peux parler peut-être plus de mes recherches à moi par rapport au mouvement ouvrier et par rapport au FLQ. Parce qu'on parlait du contexte mondial tantôt, il ne faut pas oublier que le FLQ, les fondateurs, à la base, c'est des gens qui étaient les premiers militants du RIN. Tu sais, le RIN, c'est un mouvement à la base, avant d'être un parti. Ça a été fait au début des années 60. Puis au début des années 60, les médias, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de médias, là, c'était Le Devoir, la presse, les gros médias avaient regardé ça un peu comme par curiosité, par mépris. Donc, ils en ont parlé un petit peu, mais après, c'est devenu assez... c'est tombé sous le radar, puis ils n'en parlaient pas, puis c'était difficile pour le premier Ariane au début de faire parler de soi, tu sais. Puis souvent, le reproche que certains militants, tu sais, la majorité avaient en bas de 25 ans, disaient « ça va pas assez vite, on se fait niaiser, on ne peut pas parler de nous ». Et au même moment, il y a le président du SCN qui s'appelle Donald Gordon, qui a fait une déclaration choc pendant un comité parlementaire. Il dit jamais je ne prendrai un Canadien français sur mon conseil d'administration et comme vice-président. Puis ça l'avait créé une tollée, ça avait réveillé quelque chose, ces Canadiens français. Et beaucoup de personnes sont allées dans la rue puis ont brûlé des affiches à son effigie. C'est devenu très, très, très violent. Puis là, ça a allumé les consciences chez certains militants du RIN. Puis le FLQ un peu est né après cette déclaration incendiaire. Ils ont dit, écoute, on parle de nous seulement quand il y a des manifestations violentes. Si on est pacifique, ils nous ignorent totalement, les médias de masse de l'époque. Puis là, il y a une manifestation violente sur Gordon. Là, ils n'ont pas le choix de parler de nous. Donc là, ça a commencé par des petites actions, comme au début, ils lançaient des cocktails Molotov sur des postes de radio anglophones. Donc, ça faisait parler. Puis, à force de faire des petites actions comme ça, c'est là qu'ils ont décidé de fonder le FLQ, Front de libération du Québec, et un clin d'œil vraiment au FLN algérien. Tu sais, ça s'est inspiré de ça. Puis l'idée, justement, c'est que de faire parler d'eux. C'est ça. Et puis, on parle beaucoup de terroristes, on parle beaucoup de révolutionnaires. Mais dans les faits, la majorité des gens du FLQ, de tous les réseaux, leur but, ils ne se voyaient pas tant comme des révolutionnaires ou comme des terroristes, ils s'identifiaient comme des résistants. Parce que selon eux, on est encore sous occupation, parce qu'il y avait eu la conquête des centaines d'années avant, et eux, ils la vivaient, ils la ressentaient encore, cette occupation-là. Moi, mon père a vu sa famille souffrir. Mon père travaillait à la Red Patch Sugar au Canada de la Chine, puis il était obligé de parler en anglais au patron. Ça faisait partie de l'humiliation. Les salaires, c'était des salaires ridicules. C'était des conditions de travail inhumaines. Puis les syndicats, c'était des syndicats de blagues, là. Mon grand-père, c'est un syndicat américain, puis il prenait l'argent, mais quand il y avait un problème, puis il n'y avait personne pour t'aider, tu sais, il prenait tout le temps la défense du patron. Donc, c'était pas mal l'époque dans laquelle il avait grandi. Puis, quand je parle de milieu ouvrier, parce que moi, une des motivations de mon film, c'est que rarement l'histoire du Québec a été présentée sous une perspective ouvrière. Tu sais, souvent, on va nous la raconter par rapport à des grands journalistes, des grandes personnalités, des artistes. Mais là, moi, je voulais raconter de la perspective d'une histoire qui a marqué
mais d'une famille ouvrière, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité de nos ancêtres, de nos grands-parents, la majorité des Québécois, oui, il y avait une petite bourgeoisie canadienne française, mais la majorité des Québécois étaient soit des ouvriers dans des usines ou travaillaient dans le milieu agricole, qui étaient deux milieux extrêmement pauvres, dont mon père, quand il y a eu la Révolution tranquille dans les années 60, mon père était premier de classe. Donc, il était destiné à aller à la Red Patch Sugar, mais quand il a vu ça avec son frère Jacques, il a dit « Moi, je ne travaillerai pas là. » Ils ont été encouragés par leur mère, qui était une féministe avant son temps, qui a décidé d'aller travailler quand c'était honteux à l'époque, une femme travaillait, pour aider à payer l'étude de ses enfants. Et quand mon père est allé au collège, un des premiers, on était avant le rapport parent, collège Sainte-Marie, là, il a pu mettre des mots sur la souffrance que vivaient les ouvriers. Parce qu'il la ressentait, je veux dire, il la vivait. Mon père, l'oppression, il la vivait. Ville-Jacques-Cartier, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de terre en sentier battu. Il voyait des amis mourir de froid, des amis mourir dans des feux parce que c'était pas isolé. Mais à quelques kilomètres de là, il y avait il y avait Saint-Lambert. Puis Saint-Lambert, c'est des maisons cossues, puis c'est un quartier anglophone, puis il y avait une piscine. Ce qui avait bien entendu pas avec Jean-Cartier. Puis pour aller à la piscine, il était obligé de parler il devait ne pas parler parce que si on entendait les jeunes parler, il était expulsé parce que les gens savaient qu'il venait de Jean-Cartier parce qu'il parlait français. Donc, c'est ceux qui ont vécu avec ce complexe-là, cette humiliation-là, le fait d'être dominé économiquement et socialement. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était pas pour eux. Ils se voyaient un peu comme les Français sous l'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, dont ils se disaient, nous, il faut résister, il faut se faire entendre. Si j'arrive beaucoup plus tard, bon, le premier FLQ, c'était beaucoup plus nationaliste que socialiste. Il y a eu beaucoup de militaires, il y a même eu des gens qui se qualifiaient de droite, c'était vraiment l'indépendance du Québec. Et ça attirait toutes sortes de monde. Puis il y avait beaucoup de gens qui venaient de la petite bourgeoisie canadienne-française. Il n'y avait pas tant d'ouvriers que ça dans les premiers FLQ. Bon, tu avais Raymond Villeneuve qui était fils de pâtissier, donc c'était quand même très national. C'est vraiment plus tard, en 66, puis qu'il y a eu un espèce de virage idéologique avec des intellectuels comme Vallière et Gagnon qui ont amené la dimension sociale qui fait qu'ils ont rejoint des ouvriers comme mon père, mon oncle et d'autres militants, parce qu'eux, ils parlaient de la cause, ils parlaient des grèves. Parce que comme vous le savez, les grèves à cette époque-là, ça pouvait durer très longtemps. Il y avait la célèbre grève à l'usine La Grenade. Moi, j'ai rencontré le petit-fils de La Grenade dernièrement qui avait été appelé à témoigner contre son grand-père à quel point que les conditions étaient effroyables à La Grenade. Puis justement, c'était quelque chose qui était très connu, mais les négociations n'avançaient pas. Puis le groupe de Vallière-Gagnon, eux, ils ont voulu mettre de la pression, ça a échoué. Ils ont mis une bombe justement dans l'usine parce que le conflit, ils voulaient mettre de la pression justement mettre de la pression pour régler ce conflit-là. Et il y a eu un incident, c'est que la bombe a sauté quand les gens qui avaient appelé avaient dit il faut évacuer, mais le patron, puis ça a été dit, le patron était convaincu que la bombe était dans l'usine, puis il a fait comme c'est pas sérieux. Mais qu'est-ce qu'il ne savait pas, c'est que la bombe était sur son bureau, puis ça lui a quasiment sauté d'en face. Puis une secrétaire qui s'appelle Thérèse Morin est décédée. Puis on lui a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas évacué? Non, il ne prenait pas ça au sérieux. Puis la majorité des gens qui sont morts des bombes du FLQ avant la crise d'octobre, c'était des incidents, puis c'est souvent le fait que les patrons n'évacuaient pas. Puis moi, mon père, c'est sûr que ça l'a allumé beaucoup plus que les premières bombes que j'ai fait le cul, parce que moi, qu'est-ce qu'il avait interpellé en premier? C'était le milieu ouvrier, c'était la société, c'est les iniquités. Puis là, avec l'effervescence nationale, là, pour lui, l'indépendance du Québec, comme plusieurs personnes de sa mouvance, devenait une façon de régler la question sociale. Parce que lui, c'était la justice, puis l'égalité pour les autres, puis avoir les mêmes chances pour tout le monde. Puis un autre qui l'a vraiment allumé, encore plus que Vallière-Gagnon, c'est le réseau de Pierre-Paul Geoffroy, qui, lui, s'était attaqué aux grèves. Là, c'était pas la SAQ, c'était la Société des alcools à l'époque. Il avait mis des bombes dans la Société des alcools. Donc, il y avait toujours une volonté d'aider les grèves.
Pierre-Paul Geoffroy, là, il voulait même ajouter le mot ouvrier. Là, c'était comme le FLQ des ouvriers, dont eux se sont vraiment attaqués à des milieux de travail. Puis leur plus gros coup, ça a été la Bourse de Montréal. Puis ça a vraiment été, on dirait que ça a été plus évacué de l'imaginaire collectif à cause de la crise d'octobre, mais à l'époque, là, c'était le gros symbole économique du capitalisme. Puis ils ont attaqué la bourse. Donc ça a ouvert beaucoup de conscience. Puis moi, mon oncle a dit une des raisons qu'ils ont amené au FLQ, ça a été l'action de Pierre-Paul Geoffroy où, pour une première fois, on s'attaquait directement au système. Puis le système avait tellement peur de ces cas-là que Pierre-Paul Geoffroy, qu'il y a eu des blessés, mais il n'y a eu pas eu de bord à la bourse. Puis encore une fois, il avait demandé de faire évacuer, mais ils n'ont jamais voulu. Il y a eu 124 fois la vie, qui est la plus grande peine de l'histoire du Commonwealth. Donc, ça donne une idée à quel point ces gens-là, on a voulu en faire des exemples et il y a des gens qui ont réagi par rapport à la violence de ces verdicts-là. Donc, moi, mon père, à la base, c'est un militant. La question ouvrière le touchait beaucoup, la question sociale le touchait beaucoup. Mais lui, il se disait, tant et aussi longtemps qu'on peut prendre la rue, on peut faire avancer nos idéaux. Puis souvent, la Révolution tranquille, là, si on présente ça comme dans les cours d'histoire, c'est comme si on avait vécu une grosse noirceur avec Duplessis, puis du jour au lendemain, il y a une lumière, puis tous les problèmes sont réglés là, en 1960. Mais c'était pas ça du tout. Ça a été une espèce d'éclosion. Les gens des milieux ouvriers avaient accès à l'école, dont ils revenaient dans leur milieu, puis faisaient de l'éducation populaire. Leurs parents, on parlait de communauté citoyen tantôt, dont il y avait un bouillonnement, dont à la fin des années 60, les pouvoirs en place ont un peu capoté, si on veut, parce que la jeunesse qui était majoritaire avait de plus en plus de revendications, puis ils trouvaient que la révolution tranquille était trop tranquille à leur goût, puis ça n'allait pas assez vite pour eux. Puis les manifestations sont devenues violentes parce que les autorités sont devenues violentes. Puis tu étais indépendantiste. Si on regarde la manifestation du lundi de la matraque où Pierre Elliott Trudeau qui a dit que je vais être élu en mettant les Canadiens français au pas en élection, puis 2 jours avant l'élection, il se présente à la fête nationale des Québécois pour un peu les narguer. Puis quand on voit les gens qui ont été traités, il y a des femmes, des touristes, des femmes enceintes, ils ont reçu des coups de sabot. Écoute, c'était vraiment de la maltraitance. Mais des gens, mon père disait, c'est pas grave, on est capable d'en prendre des coups, on va continuer. C'est vraiment, tantôt, c'est le premier intervenant qui pense en parlait, c'est vraiment la loi drapeau anti-manifestation qui a été le coup qui a déterminé, en tout cas dans le cas de mon père et de mon oncle et d'autres militants, le fait que si on ne peut plus prendre la rue, si on ne peut plus faire avancer nos idéaux, mais là, tout ce qui reste, c'est la clandestinité. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait sur un coup de tête. Là. Il y a eu une réelle réflexion. Parce que là, si on peut faire le lien avec les milieux de gauche, les syndicats, il se passait de quoi? On parle beaucoup du FLQ, mais il y avait beaucoup de mouvements de gauche parallèles au FLQ. Il y avait le FLP, il y avait André Ferretti, puis il y a des idéologues comme Mario Bachand qui était dans le FLQ qui disaient il faut qu'on ait un organe violent, puis il faut qu'on ait un organe pacifique. Puis il y avait une espèce de tentative de rapprochement entre la gauche et le FLQ. C'est pour ça que lui, parallèlement, quand il a arrêté le FLQ, il est devenu un grand militant, puis il organisait des manifestations monstres comme McGill français. Il y avait une volonté, justement, vu que la majorité du financement des études supérieures allait aux universités anglophones, quand la majorité de la population était francophone, il y avait eu un désir que McGill devienne français. Puis, donc, il y a eu quand même des ponts, il y a quand même des gens qui se sont parlé. Puis c'est sûr que le FLQ, dans la tangente de mon père, après Vallière-Gagnon, Geoffroy, mon père avait toujours une préoccupation par rapport au milieu syndical puis au milieu ouvrier. Et c'est pour ça, comme on en parlait tantôt, dans le manifeste, une des revendications qui étaient les plus importantes pour eux après la libération des prisonniers des vagues précédentes était le fait que les gars de la Palme, même s'ils ne l'avaient pas demandé, qu'ils soient réembauchés parce qu'ils avaient été renvoyés injustement. Puis juste pour vous rappeler le manque de respect, Pierre Elliott Trudeau était passé pas loin d'eux pendant qu'il faisait une manif. Il a ouvert sa fenêtre puis il a dit les gars de la Palme mangeaient de la marde. Donc, c'est sûr qu'il y avait comme il se sentait solidaire de ces gens-là. Puis le manifeste,
Et probablement, tu sais, il y a eu les pièces de théâtre de Michel Tremblay un peu avant, qui a empoigné le joual, mais le manifeste, c'est probablement le premier discours politique populiste qui a été présenté à la Radio-Canada. Puis, même si la majorité des gens disaient « on n'est pas d'accord avec la violence », ils disaient « on est d'accord avec ce qu'ils disent » parce qu'ils faisaient un constat. Tu sais, quand ils parlaient de la domination économique, les injustices au niveau de la société, la majorité des Canadiens français, ils se reconnaissent là-dedans. Puis ça a été ça, la victoire du FLQ, parce que moi, je vous le rappelle, ils savaient qu'il n'y avait pas eux, ils ne s'identifiaient pas comme des terroristes. C'est les médias, puis c'est les politiciens qu'ils ont décrits comme ça. Eux, ils ne se voyaient pas comme des révolutionnaires dans la mesure. Il n'y avait pas l'organisation, il n'y avait pas assez d'appui pour faire la révolution. Leur idée, c'est les voies démocratiques sont bloquées. On va trouver une façon de faire parler de notre cause pour que ça reste puis que ça allume des consciences. C'était ça leur but, puis c'est sûr que le manifeste a vraiment aidé à ça. Évidemment, quand il y a eu la mort de Pierre Laporte après la loi des mesures de guerre, là, ça crée une espèce de traumatique collectif qui fait que là, c'est sûr que le mouvement de sympathie du FLQ est complètement mort. Puis, tu sais, je voyais des questions tantôt, et on parlait de la GRC, Tu sais, il ne faut pas tomber dans la mythologie de la GRC, dans la mesure que, oui, il y a eu de l'infiltration, mais ça s'est fait surtout en octobre, mais après les enlèvements. C'est que la police était tellement paniquée qu'ils donnait de l'argent à des gens qui pouvaient donner de l'info. Il y a eu la fameuse Carole Deveau en novembre. Puis, vu que le FLQ est complètement mort après la crise d'octobre, il n'y en avait plus de FLQ, et que les gouvernements en place se servaient du FLQ comme épouvantail pour justifier la répression, parce qu'on parle beaucoup de la violence du FLQ, mais il faut parler de la violence politique, il faut parler de la violence policière. Donc, c'est là que la GRC ont commencé à être des agents provocateurs et ils ont posé des bombes en 71 et 72, mais ça a été prouvé. Mais on ne parle pas de la période de 63 à 70 où c'était vraiment des militants qui créaient des FLQ de façon spontanée. Puis la grande force du FLQ, c'était son manque d'organisation. Dans la mesure, c'était tellement peu structuré, les groupes qui se créaient nouveaux, ils reprenaient le nom, il n'y avait rien à voir ensemble. Donc, les policiers, il y avait beaucoup de difficultés à les trouver parce que c'était comme des éclosions lointaines de nouveaux groupes qui reprenaient les revendications du FLQ. Donc, ça a été difficile pour eux parce qu'ils ont toujours cherché le chef, mais en la vérité, il n'y a jamais eu de chef du FLQ. Puis, pour terminer, bon, moi, c'est sûr, l'aspect, mon père, moi, il m'a toujours parlé de mes racines ouvrières. Puis moi, c'est ça que j'ai voulu mettre de l'avant. Puis le militantisme, mon père, comme vous savez, il a travaillé pendant 30 ans à la Saint-Saëns. Puis moi, je viens d'une famille de militants. Donc moi, je voulais mettre, sans être un militant moi-même, je voulais mettre la lumière sur des gens qui militent. Puis je comprends que la famille Rose, mon père, Paul Rose, a été 8 mois dans les FLQ, mais il a milité pendant 50 ans. Puis quand il est retourné en prison, il est redevenu un militant parce que, un peu comme un syndicat, là, il n'y a pas de syndicat en prison, mais les conditions incarcérales étaient épouvantables. C'était pas une façon de traiter des êtres humains. Là. Mon père, quand il est arrivé, c'était 23 heures sur 24 dans une espèce de cellule, toujours lumière ouverte. Il te foutait à poil, il fallait que tu gagnes tes pièces de vêtements. Il a fait 2 ans de ségrégation dans le trou sans contact avec personne. C'est pas une façon de traiter des hommes. Puis là, c'est là qu'il a milité en dedans, puis avec d'autres prisonniers, ils ont fait des grèves de la faim pendant des dizaines d'années. Il y avait leur mère qui a gagné de la notoriété publique, Mme Rose, qui disait qu'est-ce qui se passait en dedans que la population ne savait pas. Puis ça a été une lutte, puis ils ont gagné des revendications. À la fin de ces années de carcération, mon père, il pouvait voir sa blonde dans une roulotte. Avant, c'était juste vide contact. Il pouvait finir. Il a continué ses études en prison. Il pouvait faire des projets stimulants. Il a invité les gars de Brou. Ils ont monté la pièce Brou en prison. Donc ça a été 10 ans de lutte. Non, tu comprends la cohérence du personnage. Puis quand mon père en prison, qu'est-ce qu'il disait? À un moment donné, il se fait rencontrer par les libérations conditionnelles. Puis les libérations conditionnelles, on est des années 80, début 80. Eux, ils ne comprenaient pas la passion de mon père pour les études. Moi, mon père disait, moi, la première chose que je fais quand je sors, c'est que je retourne aux études, je m'intéresse au Québec, je m'intéresse au monde, je m'intéresse aux régions.
Puis là, moi, je l'ai mis dans le film, Libération conditionnelle, mais t'as pas honte aller payer, prendre des taxes, tu as assez fait de troubles dans ta vie, va travailler dans une shop, puis sois low profile. C'est un peu la dynamique. Là, aujourd'hui, un prisonnier qui dit j'ai aux études, je pense qu'ils vont l'applaudir. Mais mon père, là-dedans, il leur dit tout son plan de vie. Son plan de vie, c'est de retourner aux études, en développement régional, faire une maîtrise, faire un doctorat. Il dit, moi, je veux fonder un parti politique ouvrier parce que je considère que les partis politiques présentement, en 1980, ne représentent pas assez bien les ouvriers. Moi, je veux faire ça. Puis quand il est sorti de prison, il a fait exactement ce qu'il dit qu'il voulait faire. Premièrement, il s'est trouvé un job à la CSN, dont il est redevenu militant syndical. Il y a eu beaucoup de luttes pendant la CSN pendant les 30 ans. Il s'est occupé de conflits comme la lutte des caisses populaires avec les femmes de la Caisse populaire des Brossards. Il en a fait plusieurs, les CPE. Donc, il s'est complètement épanoui. Donc, il continuait. Lui, mon père, c'était un combattant. Il a toujours continué à se battre. Puis, on en parlait tantôt. Il a fondé, en réalité, il est devenu chef du NPD Québec. Là, il l'a évidemment amené vers l'indépendance. Et après, c'est devenu le Parti socialiste démocratique qui avait vraiment dans son programme qui parlait directement aux ouvriers. Puis encore une fois, on est tout le temps dans une espèce d'optique dans la vie. Ben là, faut se battre pour gagner. Mais lui, en 90, il savait bien qu'il ne ferait pas de gain. Le gain, la victoire, c'est que tu aies un parti de gauche au Québec. Puis il a été le premier à présenter des candidats dans tous les comtés. Donc ça a été le gain, le fait que ça existe, puis que les idées, même si il n'y avait pas la même place que la DQ ou Parti libéral, les idées pouvaient circuler. Et après, il y a eu l'Union des forces progressives et il y a eu l'Union des partis de gauche au Québec. Puis là, c'est devenu Québec solidaire. Donc, il a participé à cette élaboration d'une alternative de gauche au Québec. Donc, en ce sens-là, il est toujours resté cohérent par rapport à ça. Mais pour compléter, puis tu sais, je vais être là pour vos questions, c'est sûr que lui, il me parlait toujours de mémoire et de transmission. Puis moi, mon père était très fier de ses origines ouvrières. Moi, j'ai grandi, mes parents étaient profs, tu sais. Mais il m'a comme transmis cette fierté-là qu'avaient ces gens-là qui travaillaient difficilement, qui étaient des gens de famille, mais qui étaient des gens fiers. Puis mon père a toujours été fier de ses parents. Puis moi, il m'a transmis cette fierté-là. Puis moi, avec mon film, c'était comme une façon de raconter. Moi, j'étais un fan de généalogie et d'histoire. C'est de remettre, tu sais, pour moi, on parle souvent des remarquables oubliés comme individus, mais là, je voulais remettre de l'avant-plan les ouvriers à l'avant-plan parce que ça a occupé tellement une place importante de notre histoire, mais malheureusement, moi, j'ai présenté le film, ça a été un gros succès de salle et numérique, et il y a beaucoup de jeunes qui ont regardé le film, un succès chez les jeunes, puis nos origines ouvrières, ils ne les connaissent pas. Ils ne connaissaient pas ça. Donc, le fait de connaître la souffrance de nos parents, nos grands-parents, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas transmis et qu'il faut transmettre par souci de mémoire et d'histoire. Donc, je termine là-dessus. Merci beaucoup, Félix. C'était vraiment passionnant de toute cette information-là. Et je veux vous remercier d'être venu, d'avoir participé à cette conférence. Je pense que le Conseil central était bien content de s'associer parce que c'est important de ramener ça aussi aux luttes ouvrières, aux questions matérielles qui ont mené aussi à cette lutte-là qui a été octobre 70, puis aux conditions qui ont fait que les gens, à un moment, ils n'étaient plus capables. Je pense que Félix a très bien décrit comment vivait la classe ouvrière à l'époque, puis je pense aussi beaucoup l'écœurement qui a pu découler de tout ça. Donc, je me permets de vous inviter encore une fois à lire le bouquin sur le centenaire du Conseil central. C'est une bonne lecture. Madame Chartrand, d'ailleurs, fait un chapitre très intéressant dans le livre. Voilà, je vous remercie au nom du Conseil central et je crois que Julien voulait remercier au nom d'Alternative socialiste. Oui, je voulais remercier tout le monde de la part d'AS. Puis,
si vous voulez en savoir encore plus, bien, on a un cercle de lecture en ce moment sur le livre Québec occupé qui a été écrit en 71, un recueil de textes justement sur la crise d'octobre. Fait qu'on continue de réfléchir là-dessus. Si ça vous intéresse, contactez-nous sur notre site web info@alternativesocialistes.org ou allez voir nos articles alternativesocialistes.org. Merci beaucoup.